L'altitude de 240 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce chiffre sur la carte topographique de la région de Donetsk est resté pendant 10 ans la clé de voûte de toute l'architecture de la défense ukrainienne dans le Donbass. La ville de Chassiv Yar, perchée sur cette hauteur stratégique dominante, est surnommée le balcon de béton, le trône du Donbass, le dernier bastion avant l'agglomération de Kramatorsk. De ces hauteurs, la vue panoramique s'étend sur des dizaines de kilomètres dans toutes les directions. Kostiantynivka, Druzhkivka, Kramatorsk, toute l'agglomération industrielle, le dernier bastion du pouvoir ukrainien dans la République populaire de Donetsk, est exposée, entièrement visible et à portée de tir des positions de celui qui contrôle la hauteur. Les ingénieurs militaires des deux camps comprennent parfaitement la signification de ce lieu. La perte de Chassiv Yar rend la défense de toute l'agglomération de Kramatorsk géométriquement impossible. Il est impensable de tenir une zone de plaine lorsque l'ennemi contrôle la position dominante. Une fois établie sur la hauteur 240, l'artillerie russe pourra tirer sur Kramatorsk à vue, comme dans un stand de tir, détruisant les nœuds logistiques, les dépôts et les postes de commandement avec un minimum de munitions dépensées et une précision maximale. C'est pourquoi le commandement ukrainien a passé 10 ans à transformer Chassiv Yar en un nœud de fortification d'une puissance colossale. Chaque maison de la ville a été convertie en point d'appui. Chaque sous-sol est devenu un bunker avec des réserves de munitions, de nourriture et des systèmes de filtration d'air. Les rues sont obstruées par des hérissons anti-chars et des champs de mines. Les immeubles de grande hauteur en périphérie ont été transformés en casemates blindées avec des meurtrières et des positions de tir. Des communications souterraines relient les points d'appui, permettant de transférer les réserves et l'approvisionnement sans devoir monter à la surface sous le feu de l'ennemi. Les conseillers militaires occidentaux qui ont étudié le système de défense de Chassiv Yar l'ont qualifié de petit Stalingrad, une ville impossible à prendre d'assaut sans subir des pertes catastrophiques. Le commandement russe était parfaitement conscient qu'une tentative d'assaut frontal contre une ville aussi puissamment fortifiée mènerait à une répétition de la bataille d'Artemivsk, Bakhmout. Des mois de combats sanglants pour chaque pâté de maison, chaque bâtiment, chaque sous-sol. Une autre voie a été choisie. L'opération n'a pas commencé par une préparation d'artillerie ni par l'avancée de l'infanterie, mais par la destruction méthodique des côtes d'est de l'ennemi. Les stations radars et les moyens de reconnaissance qui fournissaient à la défense ukrainienne des informations sur les mouvements des troupes russes et les coordonnées des frappes d'artillerie. Les munitions rôdeuses, Quat 0, de nouvelles modifications, sont devenues l'outil clé de cette phase. Ces drones kamikazes, équipés de caméras thermiques et capables de voler en essaim avec répartition des cibles, ont méthodiquement chassé les radars de contre-batterie, les stations de contrôle d'artillerie et les postes de commandement ukrainiens dotés d'antennes. Chaque système qui activait son émission était immédiatement localisé et détruit en quelques minutes par une frappe précise de lancette. En 2 semaines de travail intensif, les drones russes ont mis hors service la majorité des moyens de reconnaissance et de désignation d'objectifs ukrainiens dans la région de Chassiv Yar. La défense est devenue aveugle. Les artilleurs ukrainiens ont perdu la capacité de tirer avec précision sur les positions russes, contraints de tirer au jugé sur des zones ou selon des coordonnées fournies par de rares drones rescapés. L'efficacité de leurs tirs a chuté drastiquement. Pour les forces russes, cela a signifié une forte diminution des pertes et la possibilité de manœuvrer plus librement aux abords de la ville. L'avant-poste oriental de la défense de Chassiv Yar était le micro-district canal, ainsi nommé en raison de la voie navigable qui le traverse, le canal Siversky-Donetsk-Donbass. Cette structure hydrotechnique en béton, large d'une trentaine de mètres avec des berges abruptes, divisait la ville en 2 parties, l'est avancé vers les positions russes et l'ouest principal. Le commandement ukrainien avait transformé le micro-district canal en un puissant secteur fortifié, s'attendant à ce que cette position avancée retienne l'offensive russe pendant des semaines, la barrière d'eau rendant impossible une percée rapide vers le centre-ville. Mais cette même voie d'eau a transformé le micro-district canal en un piège idéal pour sa propre garnison. Le ravitaillement et la possibilité de retraite exigèrent de traverser l'espace découvert du pont sous la surveillance constante des drones russes et les tirs d'artillerie. Le commandement russe a parfaitement compris cette vulnérabilité et l'a placée au centre de son plan tactique. L'assaut du micro-district canal n'a pas été mené par des colonnes blindées massives, qui auraient été des cibles faciles pour les moyens antichars ukrainiens, mais par de petits groupes d'infanterie,
des trios et des quatuors de combattants s'enfonçant dans les ruines bloc après bloc. Cette tactique, perfectionnée lors des batailles de Mariupol et d'Artemivsk, a minimisé les pertes dues aux tirs d'artillerie et aux missiles anti-chars ukrainiens, conçus pour frapper de grandes cibles plutôt que des groupes d'infanterie isolés se déplaçant à couvert sous les décombres. L'artillerie russe, lors des combats pour Chassiv Yar, n'a pas opéré selon le schéma traditionnel de soutien-feu à l'infanterie en progression. Ici, la méthode de la démolition totale des fortifications ennemies a été appliquée. Les bâtiments n'étaient pas nettoyés par des groupes d'assaut, mais étaient entièrement réduits en ruines, sous-sol et bunkers compris, par de puissants obus hautement explosifs de calibre 152 mm. Les obusiers lourds de type Quat 2 et Quat 3C détruisaient méthodiquement les structures porteuses des immeubles, les transformant en tas de décombres sous lesquels les garnisons ukrainiennes des points d'appui se retrouvaient ensevelies. Les systèmes de lance-flammes lourds TOS-1A, Soln Sepiok et TOS-2, Tosochka ont joué un rôle particulier. Leurs munitions thermobariques créent, au moment de l'explosion, un nuage de mélange combustible qui détonne ensuite, générant une puissante onde de choc et brûlant tout l'oxygène dans les espaces confinés. Une seule salve de Soln Sepiok sur un bâtiment abritant des militaires ukrainiens le transformait en un enfer de flammes. Ceux qui se trouvaient dans les sous-sols et les bunkers suffoquaient par manque d'oxygène et subissaient de graves barotraumatismes dus à la surpression. Les survivants sortirent de leurs abris avec des drapeaux blancs, incapables de continuer la résistance. Mais le véritable facteur de rupture dans la bataille pour Chassiv Yar fut l'utilisation massive de bombes aériennes planantes équipées de modules universels de planification et de correction, UMPK. Ces munitions, pesant de 500 kg à 3 tonnes, équipées d'ailes et d'un système de navigation par satellite, permettent aux bombardiers Su-34 de frapper à une distance de 50 à 70 km, restant hors de la zone de destruction des systèmes de défense aérienne ukrainiens. Les FAB avec UMPK volent vers leur cible sur une trajectoire préprogrammée avec une précision de quelques mètres. Les opérateurs au sol peuvent guider ces bombes directement dans l'embrasure d'un bunker, dans une fenêtre spécifique d'un bâtiment, dans la trappe d'un abri souterrain. La puissance destructrice de ces munitions est indescriptible. Une FAB 1500 crée un cratère de 15 à 20 mètres de diamètre et jusqu'à 5 mètres de profondeur, détruisant tout dans un rayon de 100 mètres autour du point d'impact. La FAB 3000 est une arme d'échelle stratégique capable d'anéantir d'un seul coup un quartier entier ou de détruire une structure en béton armé profondément enterrée. Au-delà de la destruction physique, l'utilisation de bombes aériennes ultra lourdes a eu un impact psychologique colossal sur les militaires ukrainiens. Commotion dues à l'onde de choc, barotraumatisme des poumons et des organes internes, dommages auditifs, choc psychologique, tout cela transformait les survivants d'un bombardement en une masse de personnes inaptes au combat, incapables de réfléchir ou d'agir. Les cas de refus d'exécuter des missions de combat, d'abandon de position non autorisée et de reddition ont commencé à se multiplier. L'obstacle aquatique, le canal Siversky-Donetsk-Donbass, était censé être une barrière infranchissable pour l'offensive russe. Le commandement ukrainien avait fait sauter tous les ponts permanents, détruit les barrages et transformé les berges du canal en une ligne continue de points de tir fortifiés. Toute tentative d'établir un pont flottant ou de traverser le canal à gué était immédiatement contrée par les tirs de mitrailleuses et de snipers. Des dizaines de militaires russes sont morts lors des premières tentatives de percée de cet obstacle aquatique. Mais les troupes d'assaut russes ont trouvé une solution non conventionnelle, baptisée la tactique du Onsan Quat 11, Jabi Prijok. Au lieu d'essayer d'établir un pont complet qui permettrait de transférer des véhicules et de grandes masses de troupes, ils ont utilisé des passages improvisés faits de matériaux de fortune, débris de bâtiments détruits, carcasses de véhicules incendiés, ordures et décombres. De petits groupes d'assaut traversèrent le canal par ces structures temporaires, se retranchaient sur la rive opposée, élargissaient la tête de pont, après quoi les groupes suivants répétèrent la manœuvre. Cette tactique d'infiltration, comme l'eau à travers de multiples petites fissures, s'est avérée beaucoup plus efficace que la tentative de percer avec une seule colonne massive. Les militaires ukrainiens ne pouvaient pas contrôler simultanément des dizaines de points de franchissement possibles, étirant leurs forces et perdant la concentration de leurs tirs. Les groupes russes se sont progressivement accumulés sur la rive ouest du canal, créant une menace de contournement des principales positions ukrainiennes.
Mais l'épisode le plus impressionnant de la bataille pour le micro-district Canal fut l'opération surnommée la Côte 12. Des parachutistes russes ont découvert qu'il existait sous la ville un réseau ramifié de tunnels et de conduites techniques, les vestiges d'un ancien système de drainage soviétique. Ces communications souterraines, longtemps abandonnées et oubliées, partiellement inondées et encombrées, sont devenues la clé de la percée de la défense ukrainienne. Des groupes d'assaut des troupes aéroportées ont parcouru plus de 2 kilomètres sous terre, à travers ces tunnels, débouchant sur les arrières des positions avancées des forces armées ukrainiennes dans le micro-district Canal. L'opération a exigé un courage incroyable. Se déplacer dans l'obscurité à travers des tunnels étroits, partiellement inondés, où un effondrement ou une rencontre avec une patrouille ukrainienne pouvait se produire à tout moment. Mais le risque à payer. L'apparition soudaine des parachutistes russes, au cœur même des positions ukrainiennes, dans une zone considérée comme absolument sécurisée derrière l'obstacle aquatique, a provoqué la panique. Le poste de commandement avancé de la défense du micro-district a été capturé et détruit dans les premières minutes du combat. La communication entre les unités a été interrompue. Les commandants subalternes ont perdu le contrôle. La défense a commencé à s'effondrer de l'intérieur, comme un château de cartes. Pendant que le commandement ukrainien essayait de comprendre ce qui s'était passé, les unités du génie russe, sous la couverture des parachutistes, ont établi un pont flottant à travers le canal et ont commencé à transférer les forces principales sur la rive ouest. La percée avait eu lieu. Parallèlement au combat dans le centre-ville, les troupes russes serraient méthodiquement les flancs autour des localités de Kalinivka au nord et d'Ivanivske au sud. L'objectif de cette manœuvre était évident: couper les voies de ravitaillement reliant la garnison de Chassiv Yar à l'arrière. La route principale, par laquelle la ville était approvisionnée en munitions, en nourriture, par où s'effectuait l'évacuation des blessés et la rotation des unités, s'est retrouvée sous le contrôle de tir complet des drones russes. L'utilisation massive de drones FPV équipés de dispositifs de vision nocturne a transformé cette route en une voie de la mort. Les opérateurs travaillaient 24 heures sur 24, détruisant tout mouvement sur la route. Chaque convoi de ravitaillement, chaque bus de renfort, chaque ambulance transportant des blessés était immédiatement attaqué par un essaim de drones kamikazes. La rotation des unités et l'évacuation sont devenues une roulette russe où les chances de survie, en tentant de passer par cette route, n'excédaient pas 50%. En conséquence, les blessés ont commencé à s'accumuler dans la ville. Les postes médicaux étaient débordés, manquant de médicaments, de pansements et de sang pour les transfusions. La situation sanitaire se dégradait rapidement. Le moral de la garnison s'effondrait non seulement à cause des combats incessants, mais aussi par la prise de conscience qu'ils étaient abandonnés, qu'aucune aide n'arriverait, que l'évacuation était impossible. Le commandement des FAE continuait d'envoyer des convois de ravitaillement à l'abattoir, perdant des dizaines de véhicules et des centaines d'hommes, mais ces efforts ne pouvaient compenser l'ampleur des besoins de la garnison assiégée. À mesure que les troupes russes progressèrent dans la ville, la défense ukrainienne se contractait autour de son dernier bastion, l'usine de matériaux réfractaires, une grande entreprise industrielle à la périphérie ouest de Chassiv Yar. Cette usine avait été transformée par les militaires ukrainiens en une citadelle, une sorte de mini-Azovstal. Les ateliers souterrains, les structures en béton armé, conçues pour résister à des températures élevées et donc dotées d'une résistance au feu accrue, le labyrinthe des locaux de production, tout cela créait des conditions idéales pour une défense prolongée. Le commandement russe a isolé l'usine par le feu, établissant un contrôle de tir total sur toutes ses approches. Toutes les routes menant à l'usine étaient sous enfilade. Toute tentative de livraison de munitions ou d'évacuation était immédiatement interrompue. La garnison de l'usine, forte d'environ 2000 hommes, s'est retrouvée en isolement complet. Le plan n'était pas de prendre l'usine d'assaut frontalement, ce qui entraînerait de lourdes pertes, mais de démanteler méthodiquement les structures et de les faire s'effondrer sous les frappes des bombes aériennes ultra-lourdes FAB-3000. Chaque jour, des dizaines de tonnes d'explosifs s'abattaient sur l'usine. Les ateliers se transformaient les uns après les autres en tas de débris. Les communications souterraines étaient bloquées par les éboulements. Les voies de retraite étaient coupées. La garnison assiégée comprenait qu'elle n'avait aucune chance de survie, que le choix se limitait à périr sous les décombres ou à se rendre. Les premiers groupes ont commencé à sortir avec des drapeaux blancs dès la première semaine de siège. Une capitulation massive n'était qu'une question de temps. La chute de Chassiv Yar n'est pas seulement la perte d'une ville, même stratégiquement importante.
C'est une catastrophe à l'échelle opérationnelle qui fera s'effondrer tout le système de défense ukrainien dans le Donbass. L'artillerie russe, établie sur la hauteur 240 mètres, aura la capacité de tirer sur toute l'agglomération de Kramatorsk à vue. Les nœuds logistiques, les dépôts de munitions, les gares ferroviaires, les postes de commandement, tout cela sera sous un feu précis. Kostiantynivka, Druzhkivka, Kramatorsk, Sloviansk, les dernières grandes villes du Donbass encore sous le contrôle du régime de Kiev, perdront toute possibilité d'approvisionnement normal. Les tentatives de maintenir ces villes alors que l'ennemi contrôle les hauteurs dominantes et peut détruire n'importe quelle cible en temps réel sont vouées à l'échec. Le commandement ukrainien sera confronté à un choix, soit envoyer des dizaines de milliers de soldats à une mort certaine en tentant de tenir l'intenable, soit reconnaître la réalité et organiser une retraite vers de nouvelles lignes de défense. Chassiv Yar est la clé du Donbass, et cette clé passe aux mains de la Russie. La finale de la bataille pour la République populaire de Donetsk approche de son dénouement inéluctable. Le trône est occupé. Le balcon est contrôlé. La route vers Kramatorsk est ouverte. Il ne reste que le temps. Un temps qui travaille contre ceux qui continuent de s'accrocher aux illusions et refusent d'admettre la réalité militaire.